Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien. En cette période de confinement qui dure depuis tellement longtemps, mais bon, c'est pour la bonne cause, il faut faire avec. Alors j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très douloureux à aborder. Et je me suis dit que c'était important de faire cette vidéo parce que ça pourrait aider des gens qui ont vécu un décès qui les a énormément touchés, qui sont en plein deuil ou qui ont fini leur deuil. Même si on a fait notre deuil, on n'oublie jamais la mort de quelqu'un. Enfin, c'est quelque chose qui va nous suivre toute notre vie en fait. Ça fait partie de nous. Cette vidéo sortira le jour de l'anniversaire de mon père, le 3 mai. Donc mon père est né le 3 mai 1948. Voilà. Alors il faut savoir que j'étais pas très proche de mon père quand j'étais petite, même adolescente. Parce que mon papa en fait, entre ma mère et mon père, ça n'allait pas du tout. C'est un climat familial assez, on va dire, assez, assez chaotique, voilà, dirons. C'était chaotique, il y avait beaucoup d'engueulades. Alors, j'ai connu mon père quasiment tout le temps pas bien. Voilà, il avait des problèmes de santé, il était dépressif. Je pense qu'il avait énormément de problèmes psychologiques qu'il n'a pas réglés, des traumatismes qu'il a eu aussi quand il était plus jeune. Malheureusement, voilà. Mon papa, c'était un mystère. Mais ça veut pas dire qu'il m'a pas donné d'amour, hein. Il m'a donné l'amour qu'il pouvait. Alors il faut savoir que je dormais surtout avec ma mère tout le temps, ou avec mes parents, ça dépendait quand ils dormaient ensemble, ou avec ma soeur, mais je dormais jamais toute seule, tellement j'étais angoissée. J'étais tout le temps angoissée, j'ai grandi angoissée, je suis toujours angoissée, on adore, et j'avais des problèmes de santé qui faisaient que ça me rassurait de dormir avec mes parents ou avec ma soeur. Et c'est vrai que mon papa, il m'a montré son amour en m'achetant des choses. Il m'achetait beaucoup de choses pour me montrer son amour. Il m'a jamais aidé pour les devoirs, il a jamais fait d'activité avec moi vraiment. Mais il me faisait plaisir. Dès qu'on sortait dans un magasin, il m'achetait un truc. Enfin, c'est sa manière à lui de me montrer son amour. Et ma mère, ça l'énervait d'ailleurs parce que il achetait trop quoi. Ce que je peux comprendre. Hein. Bref, c'est pas la meilleure solution, mais bon, c'est comme ça qu'il exprimait son amour. Après, il me disait aussi qu'il m'aimait. Hein. Mais c'est vrai que le voir tout le temps pas bien, tout le temps gueuler, tout le temps. C'est pas évident pour un enfant parce que déjà, c'est pas à toi de gérer tes parents en fait. Donc c'était compliqué pour moi parce que, en général, quand t'es un parent, tu montres pas vraiment quand ça va pas à tes enfants parce que ils ont pas les épaules assez fortes pour supporter ça. Mais lui, il montrait tout en fait. Tout ce qu'il ressentait, il nous le montrait. Mais c'était comme ça, il pouvait pas faire autrement. Voilà, la relation avec mon papa et ma mère, ça l'a beaucoup affecté mon papa. Parce que mes parents ont divorcé et il a pas supporté. Il a pas du tout supporté le divorce avec ma mère. Ça a vraiment empiré sa situation, son état. Il s'est encore plus enfoncé dans la dépression. Du coup, moi, à ce moment-là, j'étais vraiment dans la pleine période de 15-16 ans. Enfin bref, c'était vraiment terrible pour moi parce que il fallait... Enfin, c'était compliqué. Et du coup, je me suis encore plus éloignée de lui parce que je me disais, mais il peut pas passer à autre chose en fait, faire sa vie. Parce qu'il voulait pas divorcer, et il n'arrivait pas à passer à autre chose en fait. Et moi, je comprenais pas pourquoi il n'arrivait pas à passer à autre chose et pourquoi il se prenait autant la tête quoi. Mais bon, on n'est pas dans la tête de la personne. Aujourd'hui, je suis une adulte et j'ai compris que en fait, il pouvait rien quoi, et que c'est pas non plus la faute de ma mère. Enfin voilà, c'est leur histoire, c'est pas la mienne, mais malheureusement, on était mêlés à ça. Je me suis assez éloignée de lui psychologiquement et en fait, j'avais l'impression que c'était lui qui faisait souffrir ma mère, alors qu'en fait, elle faisait aussi souffrir de son côté. Ils avaient tous les deux leur tort, comme je vous dis. Et voilà. Mon papa, je me rappelle, il disait tout le temps qu'il voulait mourir, que... Il me disait souvent, tu sais, il y a un truc que je me rappelle. Je suis déjà émue là, on est pas parti si je commence à être émue déjà. Il me disait souvent, tu sais papa, il va pas vivre longtemps hein, parce que je sais que je partirai voilà quoi, je me sens tellement mal que je sais pas si je pourrais vivre très longtemps quoi. Et j'étais là, mais arrête de dire ça quoi. Parce que même si j'étais psychologiquement éloignée de mon père, je l'aimais. Enfin, je l'aime toujours, mais je l'aimais. C'est juste que je me protégeais parce que j'arrivais pas à gérer j'arrivais pas à gérer son état. J'étais déjà pas bien, moi si j'étais en pleine période aussi, j'ai vécu une période d'anorexie où j'étais pas bien, j'étais en dépression et lui, il était pas bien, du coup je pouvais pas, c'était pas mon rôle de toute façon. J'avais entre 15 et 19 ans à ce moment-là, il était très mal, c'était pas mon... J'arrivais pas en fait. Et en plus quand je lui disais que j'allais mal, surtout j'ai eu une période où j'ai commencé à avoir des migraines ophtalmiques, ça m'a traumatisée parce que j'avais jamais eu ça. À chaque fois que moi je parlais de mes problèmes de santé,
il ramenait tout à lui tout le temps. C'était lui qui avait les pires problèmes, c'était lui qui souffrait le plus, etc. Et du coup, moi, mes problèmes, c'était pas grave, quoi. Et c'est vrai que, je suis son enfant, et en fait, il est censé mettre ses problèmes de côté et prendre mes problèmes on va dire, en premier. Enfin, c'est ce que je pense, ce qui est normal entre parents et enfants. Et là, t'avais l'impression que je devais jouer le rôle de mère, en fait, en mode, oui, il avait besoin qu'on s'occupe de lui, je pense qu'il y a un problème avec ça. Il avait besoin d'attention, il avait vraiment, il allait vraiment mal. Et du coup, pour me protéger, psychologiquement, j'étais assez distante. C'était la seule façon pour moi de survivre, même si ça a quand même eu beaucoup d'impact. Et je sais que le reste de ma famille, ils se plaignaient de moi parce que j'étais très cassante avec lui, j'envoyais bouler souvent, j'étais pas très gentille, voilà. C'est un peu... C'était une façon de me protéger. Et je sais que les gens de la famille, ils devaient pas me considérer très bien, quoi. Parce qu'ils se plaignaient de moi à sa famille, et je sais que, voilà, ils pensent que j'ai agi vraiment mal, quoi. C'est comme ça, voilà. Et du coup, je suis allée faire mes études en France. Je suis partie de La Réunion parce qu'il faut savoir que je suis née et j'ai grandi à La Réunion. Toute ma famille est réunionnaise. Pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, je suis réunionnaise. Toute ma famille vit à La Réunion. Et j'ai quitté La Réunion en 2009, voilà, pour continuer mes études à Poitiers. Et ensuite, j'ai rencontré mon copain, je suis allée vivre à Paris. Et donc, on va en venir à comment mon papa est décédé. Et avant d'aller vivre à Paris, je vivais à Poitiers. Donc j'étais déjà en relation avec mon chéri, c'était tout le début. C'était vraiment le tout début. J'avais commencé mon année, ma dernière année d'anglais à Poitiers. Donc il faut savoir que mon chéri et moi, on était à distance à ce moment-là. Je voyais que le week-end à Paris. Et moi, je vivais à Poitiers. Et à ce moment-là, mon papa avait décidé de venir passer les fêtes en métropole avec ma grand-mère, une de ses sœurs à mon père et mes cousines en fait, les filles de ma tante. Du coup, on a passé les fêtes, donc on a passé Noël à Strasbourg, dans la neige, c'était vraiment génial, dans un chalet, et le nouvel an en Normandie. En fait, cette période-là, c'est la dernière fois où j'ai vu mon père. Et c'est vrai que c'était toujours tendu entre nous, qu'on s'est vachement pris la tête, malgré tout, parce que voilà, on s'engueulait aussi parce que j'arrivais pas à le comprendre et j'arrivais pas à prendre sur moi en fait. J'avais besoin d'un papa présent pour moi et il n'arrivait pas à jouer ce rôle, quoi. Du coup, ça me faisait vraiment mal, donc on s'est vachement pris la tête. Et il y a un truc que je m'en voudrais toujours, c'est quand il a pris les transports parce qu'il est venu me voir la dernière fois. Le reste de sa famille avait été déjà parti à l'aéroport et il a voulu qu'on aille au restaurant la dernière fois à Paris et il a voulu que j'accompagne jusqu'à l'aéroport avec lui en transport, quoi, et j'ai juste accompagné pour quelques stations, mais j'ai pas voulu venir avec lui à l'aéroport et j'ai vu dans son regard que ça l'avait fait super mal. Et du coup c'est vraiment le dernier regard que j'ai eu de lui. C'est pardon. Si je commence déjà à être émue, c'est super. C'est vraiment le dernier regard que j'ai eu de lui, ce jour-là, dans le métro. Et je me dis, putain, j'aurais dû venir avec lui dire au revoir et tout. Je l'ai pas fait parce que j'étais tellement en colère pour plein de trucs. Voilà. Mais je savais pas ce qui allait arriver après, en fait. Donc il est rentré à La Réunion, chez lui. Et puis c'était... je crois que c'est... je sais même pas... Ouais, ça s'est arrivé le 13 mars, je crois. Donc en mars 2011... Je suis désolée. Je vais y arriver. En mars 2011... en fait, ma soeur m'appelle en pleine nuit. Et elle me dit, ouais, il y a papa, il a eu un accident. Et je lui dis, un accident? Comment ça? Ouais, il est à l'hôpital et tout. Je dis, mais il va bien? Il fait, là, en fait, il est encore conscient, enfin voilà. Et elle m'explique ce qui s'était passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon papa, il y a une route à La Réunion qui s'appelle la route du littoral, qui est une route assez dangereuse. Il y a beaucoup de chutes de pierres, il y a beaucoup d'accidents parce que les gens vont vite, etc. Surtout que j'ai un oncle qui est décédé sur la même route, qui était le frère de mon père. Super, la route maudite, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père s'est arrêté parce qu'il a vu une dame qui s'était arrêtée, on va dire, au bord de la route.
euh, et qui allait pas très bien. Parce que mon papa, il adorait aider les gens. Enfin, il adorait, voilà, dès qu'il voyait un truc qui clochait, il fallait qu'il regarde. Il était très curieux, mais c'était pas non plus la curiosité malsaine, c'était plutôt je suis curieux, je veux voir ce qui se passe. Il aimait un peu l'action, il aimait les choses qui changeaient son quotidien. Du coup, il s'arrêtait pour voir ce qui allait pas pour cette dame-là. Peut-être qu'elle était en panne ou qu'elle s'était blessée. Enfin, il savait pas si elle avait un accident. Du coup, il s'est arrêté. Et du coup, la femme n'avait rien. Mais il y a les camions de la circulation, en fait, qui sont venus, du coup, on va dire, couper la route en deux pour que les gens puissent circuler et que voilà, parce que là, c'était bouché du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un mec qui était en bagnole, qui était complètement déchiré. Alors, il faut savoir que quand on est complètement sous, quand on a atteint 5 grammes d'alcool dans le sang et qu'on conduit, on est attiré par les lumières. Donc le mec, il a foncé dans le camion de la DDE. Donc le camion de la DDE, c'est le camion de circulation. Et du coup, mon père était devant. Et du coup, en percutant ce camion, le camion a du coup... il n'était pas... je sais plus s'il était en marche ou pas, mais en tout cas, il a percuté le camion. Et mon papa s'est retrouvé coincé, parce qu'il était devant le camion, entre le camion et la barre de sécurité. Il se l'est pris en plein dedans, quoi. Et pendant des heures et des heures, il est resté comme ça, parce qu'il fallait le débloquer. Et il y avait le liquide de refroidissement qui est quand même, je sais plus à combien de degrés, mais qui est très brûlant, qui lui a coulé sur tout le torse et sur tout le bras gauche. Ouais, le gauche. Et donc du coup, c'était horrible, il a souffert le martyr, parce qu'il y avait ça qui coulait sur son corps pendant qu'il était bloqué, enfin bref, c'était vraiment terrible. Ensuite, du coup, il a été, au bout de quelques heures, ils ont réussi à le dégager, ils l'ont emmené à l'hôpital. Et du coup, ma soeur raconte ça, elle me dit non, mais il est conscient, il est juste, il est juste pas bien, et tout, etc., etc. Et j'avais pas pu parler à ce moment-là, parce qu'il pouvait pas parler, il faisait des examens, il s'occupait de lui, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père était tout sale, en fait. En plus, il avait la brûlure, qui était au 3e degré. Et mon papa voulait absolument qu'on le nettoie parce qu'il n'en pouvait plus, il avait plein de gravier sur lui, du coup ils l'ont fait prendre un bain. Mais il faut savoir que mon papa il avait quand même un certain poids, et puis même, je veux dire, c'est pas évident pour n'importe qui, le personnel, de porter quelqu'un et de le mettre dans une baignoire, parce que c'est une baignoire de l'hôpital. Du coup ils l'ont mis sur un espèce de lit, et ensuite ils l'ont mis, qui bougeait en fait pour le mettre ensuite dans la baignoire de l'hôpital. Et donc ils l'ont lavé comme ça, et en fait ils se sont pas rendus compte, mon papa il a fait un arrêt cardiaque pendant qu'on le lavait. Et quand ils se sont rendus compte, ils savaient pas depuis combien de temps, ça faisait peut-être au moins 5-10 minutes qu'il était en arrêt cardiaque. Donc c'est beaucoup, le cerveau sans oxygène pendant 10 minutes c'est long. Quand ils se sont rendus compte qu'il ne respirait plus, ils ont dû le remettre sur la table, enfin le lit quoi, sur lequel il était avant, pour le faire un massage cardiaque. Et malheureusement, il y avait trop de temps qui s'était écoulé. Ils ont réussi à le réanimer, mais son cerveau a pris cher. Du coup, il a été il était en convulsion. Du coup, son corps n'était pas convulsé. Et ma soeur m'a rappelé, m'a dit ouais papa, il a fait un arrêt cardiaque, faut que tu viennes à la réunion parce qu'on ne sait pas s'il va survivre. Du coup, t'entends ça, j'étais en plein d'études dans mon école d'art dramatique. J'ai dû prendre l'avion du jour au lendemain avec une de mes cousines, il me semble bien. Voilà, et on arrive sur place et j'avais pas parlé à mon papa du tout entre temps. Et du coup, tu peux même pas aller le voir de près. Tu le vois à travers une vitre et tu le vois qui est en train de convulser toutes les, je sais pas, 2-3 minutes. Et ça m'a vraiment choqué de voir mon père en train de convulser. Enfin, j'étais là, mais c'est horrible, qu'est-ce qui lui arrive? Et on prie, enfin, t'avais toute la famille qui était là dans le couloir. Et voilà, on était tous mal. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais juste, tu vois qu'il y avait eu un accident, mais je pensais pas que ça allait finir comme ça. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est bon, ils vont le réveiller, tout va bien se passer. Et au final, ils ont réussi à le stabiliser, il faisait plus de convulsions. Et après, ils l'ont transféré au service des grands brûlés, parce qu'il était un grand brûlé. Et du coup,
on pouvait le voir, mais vraiment, il me semble qu'au début on le voyait qu'à travers une vitre. Et j'ai fait plusieurs allers-retours comme ça, de la France à La Réunion. Et jusqu'au moment, donc il était dans un coma, hein. Sauf que, bon ben, on va dire petit à petit, on pensait qu'il allait se réveiller parce qu'il a fini en coma post-relationnel, je vous mettrai la définition. Quand je suis revenue le voir, c'était assez un choc parce que il était plus genre en train de dormir, il avait les yeux ouverts quand je suis revenue le voir après ça. Il était plus en service grand brûlé, il était en service de gériatrie parce que c'était ce service qu'on avait, enfin que la Réunion, l'hôpital de la Réunion avait pour des gens comme ça. Le coma post-relationnel, c'est un coma où la personne n'est plus, enfin c'est une coquille vide en fait. Le corps est là, il fonctionne, il fait son boulot, mais l'esprit n'est plus là, vraiment. Mais t'es pas vraiment sûr qu'il est plus là. Enfin, c'est terrible parce que tu te dis, est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il est conscient? Comme il avait les yeux ouverts, mais il pouvait rien dire, pas parler. Donc... Et il faut savoir que son cerveau, en fait, était atrophié. Qu'ils ont fait un IRM, ils ont vu ça. Petit à petit, son cerveau s'est atrophié. Et entre-temps, ben voilà, on priait, on était persuadé qu'il allait finir par se réveiller, mais en fait, au fond, un cerveau atrophié, enfin, il n'y a plus vraiment d'espoir, quoi. Et à chaque fois que je venais le voir, c'était, je sais pas, ça m'a traumatisée, quoi, parce que j'avais l'impression qu'il était là, mais en même temps qu'il était pas là. C'était vraiment bizarre, quoi. C'est pas genre, genre il dort juste, non, c'était, il a les yeux ouverts, mais il peut rien faire, quoi. Genre, il pouvait même pas communiquer en clignant des yeux, c'était pas juste il était paralysé, c'était genre, il était plus là, c'était une coquille vide, mais t'avais l'impression quand même qu'il était là des fois. Enfin, c'était vraiment très, 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 très dur. En plus, il a été brûlé, donc ils ont fait des greffes de peau. Il faut savoir aussi, après, ils ont fait des greffes de peau là où il était brûlé, donc c'était assez choquant de voir ça. Donc voilà, tu dis, est-ce qu'il a dû souffrir aussi pendant qu'il était grand brûlé? Enfin, c'est génial. Et je me rappelle, dans cette période-là, j'étais pas vraiment consciente de ce qui se passait. C'était après où c'est revenu dans ma gueule, mais sur le moment, en fait, c'était relou, quoi. Ça me prenait trop. Enfin, je pense que j'étais en déni complet de ce qui se passait. Je le vivais, mais sans vraiment le vivre. Je sais pas comment expliquer. Et mon copain aussi est venu à un moment donné est venu le voir en 2012. Parce qu'il faut savoir que mon papa est resté dans cet état, dans un coma post-relationnel pendant 2 ans et demi à peu près, il me semble. Il faut savoir aussi que c'est ma sœur qui s'est occupée de tout. On va dire vraiment, qui allait le voir à l'hôpital tout le temps, qui s'occupait de tous les papiers pour tout ça, quoi. Et franchement, je le remercie parce que aller le voir quasiment tous les jours à l'hôpital, il n'y a pas que elle, hein, il y a aussi plein de gens de sa famille hein, qui sont occupés de lui. Hein. Et c'est que ma sœur, comparé à moi, ce que j'ai fait, voilà, elle était 100% présente. Moi, j'étais en train de faire mes études et j'étais pas tout le temps là et elle a pris sur elle, mais tellement, tellement, tellement. J'en suis mais tellement reconnaissante, quoi. Et c'est vrai qu'on savait pas s'il était vraiment là ou pas, du coup bah, on lui parlait des fois, on lui mettait de la musique, on collait des photos partout, tout le monde venait le voir tout le temps, tous les jours il y avait quelqu'un qui venait le voir, tous les jours. Et je me rappelle de la première fois que j'ai vu mon papa, qui s'était réveillé entre guillemets, parce qu'il était en coma post-relationnel, il avait les yeux ouverts mais il était pas vraiment là. Ma soeur m'a envoyé la photo de à quoi il ressemblait, mais j'étais tellement choquée, et j'ai su ça après, hein, que j'ai fait carrément une cystite qui est remontée jusqu'au rein, direct. C'est-à-dire que je me rappelle, j'étais très bien, puis 2 jours plus tard, j'avais mal, comme si je faisais qu'on appelle ça une crise d'appendicite. Et je suis allée voir le médecin, il m'a dit non, vous avez un calcul au rein, quoi. Enfin, et du coup, j'avais aucun symptôme, j'avais juste super mal au rein, et j'avais de la fièvre, et je dormais plus, ça me faisait tellement mal. J'ai dû aller aux urgences pour traiter de ça, mais voilà, du jour au lendemain. C'est tellement le choc. Après, j'ai réfléchi, ça doit être le choc d'avoir mon papa dans cet état. Parce que je m'attendais à ce qu'il se réveille, tu sais, parce qu'il était en réanimation, ça se rembrûler, je me suis dit, il va se réveiller. Mais il se réveille, mais en fait, il est plus conscient, quoi. Mais il est réveillé. C'était horrible. Et du coup, 2 ans et demi comme ça, moi, j'en pouvais plus le voir comme ça. Sauf que je me rappelle à un moment, il y a que moi qui ai vécu ça, apparemment. Un moment, j'étais tout seul dans sa chambre avec lui, quand j'étais allée le voir, et je commençais à lui dire tout ce que je ressentais. Et lui dire, tu sais papa, si tu veux partir, tu peux en fait, parce que je lui disais, si tu veux partir, tu peux partir, parce que j'en pouvais plus le voir comme ça. Je me suis dit, enfin, est-ce qu'il y a de l'espoir, enfin, puis en plus il était brûlé au 3e degré, il avait des cicatrices énormes sur le torse, enfin déjà qu'il était mal dans sa peau, mais en plus il avait une cicatrice.
est-ce qu'il retrouverait ses facultés mentales, physiques? Enfin, il était déjà assez âgé quand il a eu son accident. Enfin, j'avais envie qu'il parte parce que ça faisait trop mal de le voir comme ça. Du coup, bah, je lui ai dit tout ce que je ressentais. Et d'un coup, quand je lui parlais, il a commencé à se redresser. Et il a pleuré, quoi. Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, il y a des moments où il doit être là. Mais il peut pas s'exprimer, il peut rien faire. Et du coup, ça m'a encore plus fait mal parce que, ben, juste le voir comme ça, c'était horrible. Et je priais pour qu'il aille mieux, mais en même temps, je voulais plus qu'il reste comme ça, quoi. Parce que ça pouvait durer des années, des années, des années. Et en plus, il commençait à avoir des escarres parce que quand on reste dans une même position, le corps commence à avoir des plaies. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'il a fini par décéder parce qu'il y a eu une infection, enfin, il a eu plein de trucs. En plus, quand on reste dans cet état pendant 2 ans, ben, on perd tous ses muscles. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour lui. Enfin, bref, c'était terrible. Et un jour, ma soeur m'appelle. C'était en juillet 2013. Ou en juin, enfin, je sais plus. Enfin, voilà, je vous dis, je garde pas les dates précises parce que voilà. Elle m'appelle, elle me dit, ouais, papa, ben ça y est. Ben, il a refait un arrêt cardiaque. Et elle voulait pas qu'il y ait d'acharnement médical, du coup, c'était prévu. Et j'ai dit, tant mieux. Que s'il refait un arrêt, on n'insiste pas, du coup, il a refait un arrêt cardiaque et il est décédé, quoi. Et en même temps, j'étais soulagée parce que ça faisait 2 ans et demi qu'il était comme ça. Et que, ben voilà, quoi. Je pense que psychologiquement, que ce soit pour la famille entière, pour mon papa, on savait pas vraiment s'il était là ou pas. Et il méritait tellement pas ça, quoi. Toute sa vie, il a souffert et en plus, il vit ça, quoi. Et je me dis, putain, la vie, mais tellement pas juste. Voilà. Et puis... je suis désolée. Je savais que cette vidéo je savais que cette vidéo allait être dure à filmer. Et je voulais pas pleurer autant, je suis désolée, c'est pas du tout ma volonté de pleurer, je suis vraiment désolée. Comme vous voyez, c'est toujours à vif, hein. Même si j'ai fait mon deuil, ça me blesse toujours autant d'en parler. Puis en plus, je culpabilise de beaucoup de choses. Voilà. Bref. Allez. Zen. Et je pense que c'est pas le pire, la mort, c'est la façon dont on meurt. Et la façon dont il est mort, je trouve vraiment pas ça juste, et je trouve ça horrible en fait. Je suis contente d'un côté qu'il soit pas réveillé parce qu'il aurait été dans un état catastrophique, mais en fait, il était déjà dans un état catastrophique de base, et son cerveau était déjà dans un mauvais état. Donc je sais pas comment il aurait pu évoluer. Et ça fait que pendant toute une longue période, je faisais des rêves où il se réveillait et où il allait très bien. Et je passais mon temps à faire ça. Je rêvais de lui et je lui disais, mais t'es là? Ou il m'appelait, me dit, ouais, ça y est, je suis réveillée du coma et tout. Et pendant des mois, des années, parce que ça m'arrive de le faire encore, un peu moins maintenant. Un peu moins. Je fais moins de rêves où il me dit qu'il s'est réveillé, je fais plus des rêves où il est là, quoi, c'est tout. Comme d'habitude, quoi. Mais pendant des mois et des mois, je faisais des rêves où il était en coma et il se réveillait parce que c'était un de mes plus beaux espoirs. Et pour toute la famille, quoi. Et du coup, mon papa est décédé en 2013. Et je suis venue pour l'enterrement. Et c'est vrai que ça peut choquer des gens. Mais pendant plusieurs jours à La Réunion, je pense que ça se fait ailleurs aussi, on fait une veillée où toute la famille vient voir le corps de la personne décédée pendant plusieurs jours pour prier, pour l'embrasser, etc. Et ma sœur avait installé une chambre froide dans une pièce de sa maison pour qu'on puisse se recueillir. Puis il a été enterré. Voilà. Et c'est vrai que je me rappelle, quand on était à l'enterrement, genre, j'arrivais pas à pleurer, quoi. Genre, j'étais bloquée. Et je regardais les gens autour de moi qui étaient là en mode, mais elle a pas l'air triste, quoi. Mais j'arrivais pas, en fait, à pleurer devant tout le monde. Je sais pas pourquoi. Alors que là, j'arrive, mais bon, c'est qu'il y a personne, mais... Et puis c'est sorti d'un coup, quoi, et j'ai pleuré. Et ça s'arrêtait plus, quoi. Mais c'est vrai que ça avait du temps à sortir, et c'est drôle parce que pendant les enterrements, t'as tout le monde qui regarde comment les gens réagissent, et bien sûr, on t'attend à ce que tu pleures, quoi. Et j'avais du mal à pleurer, mais au final, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à pleurer, parce que sinon, on va trouver ça bizarre que je pleure pas, alors qu'en fait, on s'en fout de comment tu réagis, c'est ta façon de gérer.
tout ça pour dire que perdre l'être cher, c'est difficile, même si j'étais pas très proche de mon père, pour plein de raisons. Et je m'en veux, mais en même temps c'est comme ça, c'est mon histoire avec lui, j'y peux rien. J'étais jeune aussi, j'arrivais pas à gérer ça, notre relation était compliquée. Profitez des gens que vous aimez, parce que franchement, la dernière fois que j'ai vu mon père, c'est dans son regard j'ai fait la tristesse et de la déception parce que je l'ai pas accompagné à l'aéroport et j'ai même pas pu lui parler après son accident. Je peux vous assurer que je m'en veux énormément. En plus, ma soeur m'a dit, quand il a eu son accident, il a demandé à ma soeur, mais du coup t'as dit à Aurélie ce qui s'est passé, tu lui as raconté, qu'est-ce qu'elle en pense? Et il lui a dit non, enfin j'ai pas encore eu au téléphone et tout, mais il voulait savoir s'il était au courant, parce que là il avait pas encore fait son arrêt cardiaque évidemment, mais il venait d'avoir son accident et il était à l'hôpital et il a pas su, il a pas pu m'avoir au téléphone quoi. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment profiter de vos proches. Évidemment, si vous n'avez pas une relation incroyable, ne vous forcez pas non plus, quoi. Parce que c'est comme ça, des fois on est fâché, on n'y peut rien. Si la personne nous a fait du mal, voilà. Mon papa m'a pas fait du mal directement, il était juste pas bien dans sa vie. Et on n'arrivait pas à se comprendre parce qu'on allait mal aussi tous les deux et que moi j'attendais d'avoir, on va dire, la présence d'un père et qu'il me donnait pas ça. Psychologiquement, il me soutenait pas quand j'avais besoin. Bref, c'était compliqué entre nous, mais je l'aimais en fait, tout mon cœur. Et le pire dans tout ça, c'est que le mec qui a causé l'accident, qui était complètement ivre, qui avait je sais pas combien de grammes d'alcool dans le sang, et qui était en plus récidiviste, c'est-à-dire qu'on l'avait déjà chopé en train de conduire, complètement déchiré. Il a juste eu un bracelet électrique. Voilà, il a continué sa vie parce que si vous voulez, il était complètement intégré dans la société, il avait un travail, il avait une famille. Et du coup, il avait juste eu une peine de sursis, plusieurs mois de sursis, quoi. Tout va bien, génial. Donc, vous voyez, la justice française, je l'adore. Voilà, c'est de la grosse merde. Donc, déjà, premièrement, l'alcool au volant, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Ça, c'est un truc que je suis complètement contre. Si on boit de l'alcool, on reste chez soi, on dort chez quelqu'un, ou alors on se fait raccompagner. Par un taxi, par un ami, mais on ne prend pas la voiture, on ne conduit pas, parce que vous pouvez tuer des gens. Que vous vous tuez vous-même, déjà c'est terrible, mais tuer quelqu'un d'autre et que vous survivez, je sais pas dans sa tête ce qui se passe à ce mec-là, mais il doit pas être bien, quoi. Enfin, je pense, je sais pas dans sa tête, mais il doit pas être bien. Alors je souhaite pas du bien non plus à ce mec-là, mais voilà, je peux assurer que la famille elle a la haine, quoi. Bon, la haine, on l'a plus maintenant, mais sur le moment on avait la haine, parce qu'il faut pas garder la haine dans son cas. Moi j'ai plus de haine. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'avais vraiment de la rancœur. J'ai jamais vu sa gueule, hein, tant mieux. Mais pendant longtemps, j'avais vraiment la rage. Je l'ai plus maintenant. Je suis passée à autre chose. Mais c'était dur. C'était dur. Alors, je vais vous montrer une photo de mon papa à quoi il ressemblait pendant son coma post-circulationnel. Si vous ne voulez pas la regarder, avancez la vidéo de quelques secondes. Parce que j'ai pas envie de choquer les gens. Mais je vous mets à quoi il ressemblait pour que vous ayez une idée. Je suis désolée si j'ai pleuré tout le long de cette vidéo, mais je pense que je suis encore très touchée, parce que perdre son papa, je pense que c'est compliqué pour beaucoup de gens, et je me dis putain c'est pas juste parce qu'il a eu une vie vraiment difficile mon papa, il a vraiment beaucoup souffert, et finit par avoir une mort comme ça, enfin c'est juste horrible quoi, il n'y a pas de justice, et au final le mec qui a causé ça il a quasiment rien eu comme punition, du coup je me dis J'espère que la réincarnation ça existe ou que le paradis existe. En tout cas, voilà, qu'il est bien là où il est aujourd'hui, ou qu'il s'est réincarné dans une vie où il est vraiment heureux et épanoui. J'espère, parce que moi j'ai été éduquée comme ça, je crois à ce qu'il y a quelque chose après la mort. Après, je sais qu'il y en a qui croient pas, que c'est terminé, voilà. Moi je pense qu'il y a quelque chose. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est mon espoir. J'espère qu'il s'est incarné en quelqu'un qui a une vie géniale et qui est entouré de gens qui l'aiment, ou qui repose en paix dans le ciel, enfin voilà, vous savez ce qu'on dit, paradis, etc. Voilà, j'espère. En tout cas, il vit toujours dans mon cœur. Et voilà. Donc voilà, sa vidéo est terminée.
Merci aux personnes qui ont écouté, qui ont pris le temps de regarder la vidéo entièrement, ou en tout cas qui ont regardé une grande partie. Ça va être long, donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, si vous avez déjà vécu un deuil, comment vous l'avez géré, si c'est toujours aussi douloureux. Voilà, moi c'est ça, j'aime beaucoup échanger avec les gens, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram, LilyChobit. Je suis très active, je poste souvent des stories et j'organise régulièrement des concours. La citation du jour est « Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Au revoir les poussins!